Bonjour et bienvenue dans ce podcast, La lecture obscure. Je m'appelle Gaëtan Ballester et je vais vous accompagner lors de ces échanges audio, des échanges parfois solitaires et parfois accompagnés, autour de thématiques qui aborderont la posture de thérapeute professionnel et l'entrepreneuriat. Je suis moi-même tarologue depuis plusieurs années, vivant exclusivement de cette activité, et j'accompagne spécifiquement les entrepreneurs qui cherchent à s'installer ou à renforcer leur posture. Avant qu'on entame pleinement cet épisode 2 du podcast, j'aimerais remercier Erika. Erika, elle a mis un commentaire sous une des publications que j'ai, où je repartageais le podcast, et j'aimerais introduire le podcast systématiquement comme ça parce que je lis tous vos messages et vous n'avez pas idée comme ça me booste, comme ça m'encourage. Donc, Erika, elle a écrit: Bravo pour ce podcast qui permet de se questionner et d'apporter de la clarté sur son positionnement et la valeur de ce qu'on propose. Merci beaucoup, Erika, parce que c'est vrai que tu as résumé finalement certaines de mes intentions derrière ce podcast. Alors, merci à toi. Et si tu écoutes encore une fois ce podcast aujourd'hui, eh bien, sache que ça m'a énormément touché. Alors, dans ce deuxième épisode, on va parler des salons. Ça fait quelques fois que sur YouTube et même sur les réseaux sociaux, vous me demandez mon avis sur les salons du bien-être parce que j'en fais quelques-uns, mais on va pas se cacher que j'en fais pas beaucoup. Je pense que sur ces 2 dernières années, j'ai dû en faire 4. Donc vous voyez, on est sur un ratio de 2 par an. Là, je vais bientôt assister à un prochain salon du bien-être, ce qui va faire grossir mes statistiques. Mais vous voyez que j'en fais pas beaucoup et je vous expliquerai pourquoi. Mais déjà, on va, remettre, même si je pense que pour vous c'est très clair, ce qu'est un salon du bien-être. Un salon du bien-être, pour moi, c'est un espace, qui est, couvert ou ouvert, hein, ça dépendra de la saisonnalité du lieu où cela se produit, voilà. Et il y en a différentes catégories. Il y a des salons plutôt généralistes, où il y a de l'artisanat, du bien-être, des producteurs locaux. Il y a aussi des salons spécialisés bien-être, donc là, on pourra s'attendre à trouver, des revendeurs de pierres, trouver, des personnes qui vont proposer des soins, des massages, des soins holistiques, de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité. Et puis, il y a des salons de la voyance où là, vous allez retrouver normalement, en théorie, des voyants, même si bien souvent dans ce type de salon, vous retrouverez également des médiums, des personnes qui proposent des soins énergétiques et même des personnes comme moi qui vous proposent une approche plutôt psychologique de la cartomancie et qui ne se reconnaissent pas pleinement dans le terme de voyant. Bon, j'ai un petit peu dégrossi, le trait, mais je pense qu'on a tous le souvenir d'un salon du bien-être et c'est peut-être avec ça que j'aimerais commencer. En vous parlant d'un salon du bien-être là qui me passe par la tête, c'était il y a quelques années déjà maintenant. On était à la sortie du covid hem et du coup, je me rends à un salon du bien-être parce que j'ai envie de rencontrer d'autres thérapeutes. J'étais pas encore lancé à ce moment-là. Heu, J'avais envie aussi d'échanger avec d'autres visiteurs parce que pour moi, aller dans un salon, c'est aller dans un événement où c'est propice aux rencontres, échanger avec d'autres passionnés tant du côté des vendeurs, revendeurs, praticiens que du côté des visiteurs. Tout d'abord, on est accueillis avec, une petite, carte, manuscrite, nous donnant un message. Je trouve que, ça, c'était merveilleux parce qu'on est tout de suite dans cette ambiance. Vous êtes venus prendre soin de vous et recevoir quelque chose de plus, quelque chose qui vous change du quotidien et peut-être même quelque chose d'un petit peu magique, quelque chose de fantastique. Et ça, je trouve ça très chouette. Ensuite, j'ai fait le tour du salon, ça m'a permis de découvrir, certaines pratiques, certaines marchandises aussi. Je sais qu'on voit souvent au salon du bien-être, des orgonites. J'ai une amie qui voulait vraiment m'en parler, elle est une grande fan des orgonites, alors que moi je déteste ça. N'hésitez pas à me dire vous, votre positionnement sur les orgonites parce que je sais que le fait que je n'aime pas ça, c'est assez clivant. Mais bref, j'ai fait ce tour, j'ai découvert, j'ai vu, des bougies, j'ai vu, des masseurs, j'ai vu,
des énergéticiennes, des personnes qui proposaient des tambours, des personnes qui proposaient des tirages de cartes et j'avais cette impression de: «Waouh, c'est chouette ce qui se passe. C'est chouette tout ce temps-là qu'on vient de passer qui est coupé du quotidien, c'est un autre monde». Mais il y a pas que du bien et dans ces salons du bien-être, il y a aussi un aspect très pervers, un aspect aussi, malaisant et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que dans ce podcast, donc là, ça y est, vous l'avez compris, même si mon introduction était un peu longue, on parle des salons. On va parler des salons sous 2 angles, l'angle du consommateur, du visiteur, parce que le visiteur n'est pas forcément un consommateur, on va y revenir, et l'angle des praticiens ou des revendeurs. Donc, quand on va dans un salon du bien-être, il y en a où l'entrée est payante pour le consommateur, d'autres où l'entrée est gratuite et il peut y avoir plusieurs positionnements. On peut vouloir se rendre à un salon du bien-être, comme pour moi ça a été souvent le cas, sans forcément avoir un gros budget à allouer à des praticiens, mais plutôt pour, faire des rencontres et ça, c'est super chouette parce que, il y a finalement peu de lieux, peu d'événements qui sont accessibles de façon semi-gratuite comme des salons du bien-être. Ou on peut y aller avec l'intention de découvrir des pratiques et les consommer sur place. D'ailleurs, du côté des praticiens, c'est vraiment quelque chose à retenir. Les visiteurs d'un salon ne sont pas forcément là pour consommer. Donc faut prendre en compte qu'on doit leur offrir une expérience, ou en tout cas ça peut être positif pour nous, et lucratif, heu, sans parler de finances, de proposer une offre qui, engage la conversation ou qui engage, un abonnement sur les réseaux sociaux pour suivre la suite de nos aventures, sans que cela passe par le portefeuille. Alors j'y arrive. Donc vous commencez à comprendre que, aller dans un salon du bien-être en 2025-2026, c'est intéressant parce que, bah, on va toucher des personnes qui n'auraient pas pu envisager de s'offrir nos soins, de s'offrir notre accompagnement et c'est pas parce qu'elles sont pas en capacité de s'offrir notre accompagnement qu'humainement, elles ne vont pas apprécier, la personne qu'on est ou la proposition qu'on fait et du coup, si on aime faire marcher le bouche à oreille, le salon, ça peut être chouette parce que quelqu'un qui n'est pas client peut quand même nous recommander. C'est pas parce qu'une personne n'a pas les capacités de s'offrir notre accompagnement qu'elle ne sera pas en capacité de nous recommander. Mais pour cela, il faut qu'elle nous ait rencontrés. Or, aujourd'hui, bien sur les réseaux sociaux, on peut proposer une mise en bouche de ce qu'on propose, mais on n'a pas vraiment le contact humain. Ce qu'on retrouve dans les salons. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans le précédent épisode, si vous ne l'avez pas fait, allez l'écouter. C'est pour ça que je vous encourage en salon du bien-être à proposer un accompagnement en don libre pour pouvoir, faire un maximum de rencontres et montrer au maximum vos compétences et les bénéfices que chacun peut en retirer. Et d'ailleurs, cette prise de contact que les visiteurs peuvent avoir lors d'un salon, il n'y a pas que les visiteurs qui ont accès à ça. Vous aussi, lorsque je vais en salon, moi j'adore rencontrer des collègues de la même branche, d'autres cartomanciens, d'autres cartomanciennes, mais aussi des collègues de branches parallèles, des naturopathes, des magnétiseurs, des médiums, heu, des créateurs de tambours. Il y en a une multitude, des revendeurs de bols chantants. Moi, j'adore les rencontrer. Déjà parce que, si j'ai besoin de faire appel au service de quelqu'un, bah, je préfère connaître la personne. Je suis aussi un client et si, j'ai un consultant qui a une demande particulière, une problématique particulière, je peux me dire: «Ah ben tiens, dans mon carnet, de contacts, j'ai peut-être la personne qui serait intéressante pour elle» et ça me permet du coup de faire des recommandations plutôt que de laisser mon client chercher un autre prestataire, un autre praticien et on va pas se mentir, des fois dans cette quête de l'autre praticien, si on n'a pas de recommandation, on peut tomber sur les pires charlatans. Quand j'ai le mot charlatan, je parle de personnes qui créent des postures d'emprise et d'abus. Donc, j'ai un petit peu brossé là les aspects positifs. Dans le salon, il y a aussi, le plaisir de vivre cette expérience, hein, quand on est, hem,
du côté visiteur ou du côté praticien, il y a une ambiance dans un salon. Une ambiance qui peut être exceptionnelle, fantastique, humaine, comme on la retrouve rarement dans notre quotidien. Mais voilà, j'ai commencé à vous le dire, qui peut être exceptionnelle. Elle peut aussi être catastrophique, cette ambiance. Une ambiance en salon, ça peut être un mouroir, ça peut être un endroit terrifiant d'angoisse parce qu'on va sentir, qu'on est là, heu, qu'en tant que visiteur pour donner de l'argent, hein. Les personnes derrière leur comptoir, les praticiens, les revendeurs vont nous alpaguer de tous les côtés et on se sent vraiment, heu, un portefeuille sur pattes et c'est très désagréable et je pense que vous avez tous déjà vécu cette expérience si vous êtes déjà allés en salon, d'être alpagué par un praticien ou un vendeur et d'avoir le sentiment qu'on en voulait à votre argent, alors que vous étiez pas du tout convaincu et que vous n'aviez pas envie de débourser un péco avec ce praticien et il y a certaines personnes, je ne vais pas me pointer du doigt même si ça a été mon cas, mais j'ai pas forcément envie de m'étaler sur ce sujet. Bon, j'ai fait écouter le podcast à une amie et elle m'a dit qu'il fallait que je m'étale sur ce sujet. Il y a quelques années, lors d'un marché du bien-être, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les mains une petite statuette qui m'a dit: «Tenez, c'est un cadeau, vous vraiment cette statuette, elle, je sens qu'elle est faite pour vous, il y a quelque chose, j'ai entendu un signe», enfin, je me souviens plus exactement, mais par contre, je me souviens très précisément que la personne ensuite m'a dit, «Voilà, par contre, c'est vrai que ces statuettes, moi, je les fais à la main, donc si vous voulez me donner quelque chose, vous pouvez, vous me donnez ce que vous voulez». J'étais très gêné, j'avais pas beaucoup d'argent, et je lui ai donné, 2 €. C'est J'avais peut-être plus dans mon portefeuille, mais j'avais pas prévu d'acheter cette statuette, même si j'étais touché. Et et là, la personne a continué à insister en me disant: «Ouais, mais moi, je la sculpte à la main, c'est moi qui vais chercher le bois» et au final, je lui ai donné plus de 15 €, je crois. Pour être honnête, je lui ai donné 30 € à cette personne. Heu, on était clairement sur une technique de manipulation. Technique de manipulation consciente ou inconsciente, je suis pas du tout en train de dire que ce revendeur, ce créateur, cet artisan était mal intentionné, mais ce qui s'est passé était très pervers. Et je vais vous expliquer pourquoi on en arrive à, des situations comme celle-ci dans des salons du bien-être. Et il faut savoir une chose, les salons du bien-être, pour beaucoup, coûtent de l'argent. Les praticiens ne ne sont surtout pas payés pour venir. Au contraire, c'est eux qui doivent payer leur emplacement auprès de l'organisateur. Bien sûr, il reste encore quelques petits salons où les tarifs sont plus ou moins raisonnables. Entendez par raisonnable, inférieur à 100 € pour la journée ou le week-end. Mais il y a de plus en plus de salons qui sont au tarif de 300, 400. J'ai même, autour de chez moi, un salon qui coûte 600 € l'emplacement du week-end et on parle de 2 mètres de surface, voire 3 mètres si on est, généreux et qui ont même, des si vous souhaitez prendre la parole lors d'une conférence, donc 20 à 40 minutes d'expression dans une salle pour dynamiser le salon, hein, on va pas le cacher, heu, une conférence qui sera gratuite pour les visiteurs, eh bien, il y a des organisateurs qui font payer ce genre d'intervention 80 €, voire plus. Donc l'organisation de salons du bien-être est un réel business et les thérapeutes, les praticiens, moi-même, si je veux accéder à un salon, je dois payer, pour la plupart. Et si on a payé 300 € son week-end? Que le samedi a été calme pour X ou Y raison, mauvaise communication, événement météorologique, heu, qu'importe finalement, ça se peut qu'il y ait un jour plat. Lorsque les visiteurs du dimanche arrivent tout guirés, tout heureux de visiter un salon du bien-être, ils se retrouvent face à des thérapeutes qui, pour certains, sont angoissés, sont anxieux. Et donc, il y a des praticiens qui, maladroitement, bien sûr, se montrent forceurs avec les visiteurs, puisqu'ils veulent, leur vendre quelque chose et c'est extrêmement désagréable.
quand bien même il réussirait à vendre quelque chose, c'est un client qui ne voudra plus jamais revoir ce praticien, voire même pire, qui pourrait lui faire une mauvaise réputation. Donc tout l'inverse de ce qu'on souhaite obtenir, lorsque l'on va dans un salon, puisque je pense que lorsqu'on assiste à un salon du bien-être ou qu'importe, hein, c'est pour bénéficier d'une image, acquérir une image et qu'elle perdure au-delà de l'événement. Donc un salon, c'est un événement qui peut coûter cher et qui a comme but, finalement, on commence à le comprendre, de faire une sorte de promotion, de faire une mise en lumière du praticien, du thérapeute, de l'artisan, du revendeur, placez-vous où vous voulez, du tarologue si on parle de moi. Or, est-ce qu'il est si pertinent que ça, de mettre une telle somme dans un événement pour un week-end où c'est un petit peu comme jouer à la roulette russe? Ou bien, aujourd'hui, avec les outils qu'on a à disposition, je pense aux réseaux sociaux, mais je pense aussi à des campagnes, de marketing à échelle locale, des panneaux publicitaires, des faire des affiches et aller les disposer ou faire imprimer des flyers et les distribuer dans des boîtes aux lettres. Finalement, avec la palette de possibilités qu'on a aujourd'hui pour, être mis en avant, est-ce que le salon du bien-être reste une alternative intéressante? Si j'ai toujours votre écoute, je pense que vous attendez à ce que je réponde un grand non. Pourtant, contre toute attente, je vais plutôt vous dire un oui. Je trouve que les salons du bien-être restent une alternative intéressante pour faire de la promo, pour étendre son réseau, pour se faire connaître. Mais pas tous les salons du bien-être. Puisque, comme vous l'avez compris, certains, de par leur prix, certains, de par l'ambiance qu'ils dégagent, vont malheureusement avoir un effet totalement inverse et vous apporter plutôt une mauvaise pub, un mauvais investissement publicitaire marketing et donc cela, il faudra les éviter. Et ce qui est très compliqué, et ça j'y reviendrai dans une dernière partie, c'est comment repérer des salons. Mais avant de vous parler de ça et de vous partager mes tips autour de l'organisation et la planification de ces salons, j'aimerais vous souligner un deuxième point négatif du salon, c'est la posture de fidélisation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de thérapeutes ou de personnes qui assistent à des salons et qui se disent: «De toute façon, je n'attends pas du salon finalement, de faire des ventes en direct. Moi, le but, c'est que les personnes reviennent me voir par la suite». C'est très intéressant, en tout cas, ça permet d'avoir une vision, très encourageante de son salon et de se dire: «Ce n'est pas grave si ma caisse est vide à la fin du salon». Néanmoins, quand on pense en tout cas, moi, quand je me mets dans cette posture, il y a un hic, il y a un couac. Lequel? C'est que moi, je ne suis pas censé fidéliser ma clientèle. Je tire les cartes et quand on tire les cartes, en tout cas à mon sens, je suis pas censé revoir les personnes que j'ai accompagnées. En tout cas, pas plus d'une fois par an et surtout pas, régulièrement et surtout pas encourager le fait qu'on se revoie. Ça doit être vraiment exceptionnel ces entrevues, sinon on passe vite dans une posture, de charlatan, de gourou, de personnes qui abusent de la fragilité d'autrui, une posture d'emprise. Et on va pas se mentir, dans le milieu du bien-être, on est nombreux dans ce cas-là. Quelqu'un qui va retirer une entité d'un consultant, hem, il y a pas non plus des milliards d'entités qui sont censées s'agripper à tous les êtres vivants sur cette planète. Donc on n'est pas censé revoir cette personne si elle a fait un travail efficace. Je pense que vous m'avez suivi. Donc la posture de fidélisation après le salon, c'est pas toujours pertinent. Néanmoins, c'est pertinent à certains espaces, comme lorsque je parle de mes formations, comme lorsque je parle de mes séjours en pleine nature. Là, oui, bien sûr, présenter l'expérience de mes séjours et que la personne envisage plus tard de se l'offrir. Là, c'est intéressant, là, c'est pertinent. Mais voilà, c'est pas pertinent à tous les coups. Alors là, c'est un petit
papotage solitaire, on va pas se le cacher, autour de mes quelques tips à prévoir avant d'aller en salon. J'en ai pas fait beaucoup, je sais pas si je suis franchement la meilleure personne pour vous en donner. Néanmoins, j'avais envie de faire cette petite partie parce que quand on prépare un salon, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. J'en ai fait quelques-uns dans le milieu du bien-être, mais j'en ai aussi fait lorsque j'écrivais des livres, donc pour des salons littéraires. Et j'aimerais tout d'abord commencer avec vos modes de paiement. Moi, j'ai un terminal de paiement, c'est très chouette, c'est très pratique. Pensez bien à lui faire sa mise à jour. Mon boîtier fonctionne avec un mise à jour. Si l'application qui est reliée à ce boîtier n'a pas fait la mise à jour, je perds une demi-heure au minimum durant un salon s'il y a une bonne connexion Internet, ce qui est rarement le cas, pour pouvoir finir la transaction. Et c'est gênant pour moi, gênant pour le client. Faites vos mises à jour de terminaux de paiement, vérifiez à ce qu'ils soient bien chargés et quand on parle aussi des modes de paiement, pensez à faire de la monnaie. Ne débarquez pas à un salon avec 0 sous dans votre portefeuille parce que vos clients n'auront pas forcément l'appoint. D'autant plus si vous avez des tarifs alambiqués. D'ailleurs, venons-en aux tarifs. Préparez vos tarifs bien en avance, ça c'est un petit peu logique, sauf si comme dans l'épisode précédent, vous abordez, le don libre durant le salon, mais préparez vos tarifs et préparez l'affichage clair et de bonne taille de vos prix. Des prix trop discrets, des prix trop difficiles à lire peuvent vous faire rater des rencontres. Donc préparez des affiches plastifiées avec vos prix. Plastifiées si vous pensez les réutiliser, sinon on va éviter d'utiliser du plastique pour rien. Mais un affichage clair et visible de vos tarifs. Avant le salon, demandez bien le matériel qu'on va vous mettre à disposition. Est-ce qu'on va vous installer des tables, des chaises? Oui, non, combien? Est-ce qu'on va vous proposer une grille ou un espace pour afficher des choses de façon verticale, derrière ou devant vous? Posez bien toutes ces questions. Ensuite, prenez une nappe. Je sais que ça a l'air bête, mais on n'y pense pas forcément. En tout cas, moi, sur mes premiers salons, mon premier salon, je n'y avais pas pensé et si on vous prête une table, c'est une table en plastique et c'est bête, mais s'il n'y a pas de nappe, ça casse un petit peu l'univers dans lequel vous cherchez à faire rentrer les visiteurs. Donc, investissez dans une jolie nappe à votre image, à vos couleurs et pourquoi pas même aussi des tentures. Moi, je sais que j'ai 2 tentures pour les salons et depuis que je les ai acquis, il y a tout de suite cette ambiance qui se crée lorsque je les suspends et si ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo YouTube dernièrement où vous me voyez faire l'installation d'un salon. Vous verrez que quand je mets ces tentures, tout de suite l'ambiance change. Préparez aussi quelques décorations pour votre stand. J'ai des décorations qui sont sur une petite table avant où je prévois toujours, hem, un petit luminaire, des petites, décorations végétales, mais aussi et là on n'est plus dans le décor, c'est un point hyper important. Si comme moi, vous proposez en salon des petits rendez-vous, des rendez-vous flash de 15 à 30 minutes, préparez une feuille d'inscription. Parce que lorsque vous allez être en rendez-vous, vous ne pourrez pas prendre les inscriptions et les visiteurs du salon, ne vont pas attendre pendant 15 minutes, une demi heure et d'ailleurs ils ne savent même pas combien de temps ils vont devoir attendre s'il n'y a pas de feuille d'inscription. Alors préparez une feuille d'inscription avec des horaires, de 15 minutes et faites inscrire un nom, prénom. C'est aussi peut-être pour vous l'occasion de récupérer un mail et un numéro de téléphone pour votre campagne de recrutement, de boîte mail. Donc prévoyez ça et ça, faudra le placer à l'avant de votre stand pour que lorsque vous êtes en rendez-vous et ça je vous inviterai à le faire plutôt en retrait, ne pas être d'une part dérangé et ne pas manquer des visiteurs qui auraient pu être intéressés par vous. Maintenant, beh, pensez à prendre vos outils. Ça paraît hyper logique, mais j'en connais quelques-uns qui ont déjà oublié un tarot pour aller à un salon du bien-être.
alors qu'ils étaient, là pour, tirer les cartes. Pensez également à avoir un petit calepin pour écrire parce que ça pourrait être utile pour vous pour prendre des notes durant le rendez-vous, mais aussi si vous avez, si vous rencontrez quelqu'un et que vous lui partagez des références, des tips, la personne appréciera que vous lui écriviez un petit mot et que vous lui laissiez. Des cartes de visite, si vous en avez aussi, et je vous invite à en faire pour ce genre d'événement. Et puis, je crois qu'on commence déjà à faire le tour, dans les must have, un stylo aussi, ça c'est très important. Hem et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour dans les grandes lignes, hein, parce qu'on pourrait détailler ça encore en long et en large, mais en même temps après ça dépendra de vos pratiques. Ah oui, j'aimerais faire le point sur l'encens. Par pitié, ne prenez pas d'encens. Pas d'encens, pas de bâton de fumigation. C'est insupportable. Ça dérange tout le monde, ça incommode tout le monde. Les salons sont souvent des espaces clos. C'est terrible. Si c'est un salon en extérieur, faites ce que vous souhaitez. Par contre, en intérieur, investissez dans de l'encens liquide si vous le souhaitez, mais pas de l'encens à brûler. C'est moi personnellement, ça me file des migraines et au dernier salon où on s'est retrouvés, il y a une des participantes qui a brûlé de l'encens. Ça a incommodé tout le monde, même les visiteurs. Personne s'approchait de son stand. C'est très chouette l'encens, mais c'est pas approprié pour un salon. Ensuite, c'est l'avant-dernière partie puisque vous savez que je conclus toujours ces podcasts avec enfin, je vous dis: «Je conclus toujours», mais on en est qu'au 2e épisode. Mais j'ai choisi de toujours conclure ces podcasts avec un petit tirage. Avant d'en arriver là, je veux vous parler du choix des salons. Comment choisir les salons auxquels participer? Déjà, observez les prix. Si le salon est à un tarif très accessible, en dessous de 50 €, j'ai envie de vous dire: «Allez-y, tentez l'expérience». Il y aura pas beaucoup de risques, même si je sais qu'à partir de 50 € c'est quand même, un budget. Mais en dessous, finalement, tenter l'expérience, c'est toujours un gain. À mon sens et par mon expérience, c'est toujours un gain. Si ça dépasse ce montant-là, alors là, il sera très important de considérer plusieurs éléments. D'une part, combien de temps dure le salon? Est-ce qu'il dure une journée, 2 journées, 3 journées? Quelle est la couverture horaire du salon? Et a-t-il déjà de l'expérience? Combien y a-t-il eu de sessions avant l'année à laquelle vous êtes en train de candidater? Est-ce que c'est la troisième édition, la deuxième, la première, la septième? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si, effectivement, vous observez que c'est un salon qui a, 6 ans d'expérience. Essayez de chercher dans les archives les exposants des années précédentes et observez si les exposants sont les mêmes, s'ils reviennent, ça, ce sera un très bon indicateur. Puisque si les exposants reviennent d'année en année, c'est qu'ils sont contents de leur investissement, c'est qu'ils sont contents du salon, c'est qu'ils trouvent que l'événement est rentable au minimum. Donc, ça, c'est un bon indicateur. L'indicateur, vous le comprenez, qui sera négatif, c'est si les exposants changent énormément chaque année. Alors là, ça voudrait dire que le salon recrute d'autres praticiens parce que les praticiens de l'année précédente n'ont pas été convaincus. Ce sera plus souvent dans ce sens que le sens inverse, c'est-à-dire les organisateurs qui ne sont pas convaincus par les exposants qu'ils ont recrutés. Donc déjà, regardez l'ancienneté du salon et regardez le renouvellement des têtes. Ensuite, observez s'il y a d'autres événements bien-être à la même période dans le même secteur. Ça paraît dingue comme ça, mais le nombre de week-ends où il y a des salons du bien-être à tire-larigot dans un même patelin, je j'en suis chaque année effaré, mais voilà, s'il y a un gros salon du bien-être dans une grande ville qui est assez connue et qu'à côté, il y en a un petit et qui est moins connu et qui a quand même une proposition tarifaire exigeante, ce sera quand même assez houleux, ce sera une prise de risque assez forte pour vous. Donc à vous de vous poser la question: «Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Oui ou non?» Ensuite, quelles sont les choses qu'on vous propose, qu'on vous met à disposition? Est-ce qu'on vous propose un hébergement? Ça, c'est rarement le cas, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on vous propose un accueil, déjeuner, petit déjeuner? Ça aussi, je vous cache pas que dans les gros salons, étrangement, plus que dans les petits, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous offre. Et
est-ce que vous allez avoir accès à, de l'eau, à, de l'électricité? Je sais que ça a l'air bête et un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais si sur votre stand, vous avez prévu des luminaires qui se branchent, ben, il faut l'anticiper. Et enfin, si le salon est coûteux, regardez les places de parking à disposition. Si c'est un salon qui est coûteux et que vous constatez que les emplacements de parking ne sont pas dits titanesques, c'est un mauvais indicateur. En tout cas, un indicateur qui souligne que ce sera une plus grosse prise de risque pour vous. Bon, je vous ai donné quelques éléments, j'espère que ça vous aidera et maintenant on va passer au tirage. Alors ça tombe bien parce que j'ai un salon du bien-être, qui s'organise là dans c'est le week-end prochain déjà, ça passe à toute vitesse et le tirage que je vais vous proposer, du coup, je vais interpréter les cartes par rapport à ce futur salon et ce sera pas full théorique, ce sera vraiment concret. Donc c'est un tirage en 3 cartes avec comme première carte: «À quoi dois-je penser avant ce salon?» La carte centrale, la deuxième carte, c'est: à quoi dois-je être vigilant durant le salon? Et la dernière carte, qui est un petit peu plus prédictive, c'est quelles, choses vais-je retirer de ce salon? Quelles sont les choses que je vais devoir garder en tête après ce salon? Pour le après. Évidemment, vous en rendez un peu compte, c'est un tirage très simple du passé, présent, futur. Mais, dans la première carte, moi, je vois surtout la chose qu'on doit anticiper. Est-ce que ça va être penser à prendre son stylo? Je ne sais pas. Je vais découvrir cette première carte. Et comme première carte, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un d'exigeant et du coup, à quoi, dois-je penser avant le salon? Il faut que je pense à tout. Chouette, ça m'aide beaucoup. Non, je pense peut-être qu'avec ce roi d'épée, s'il faut être un petit peu plus sérieux, c'est de refaire les choses au propre, de refaire les choses de façon un petit peu plus carrée. C'est vrai que mon image pour les salons commence à être un petit peu, déconnectée de mon image actuelle. Je parle beaucoup de mes séjours dans la nature, mais jusqu'à présent, vous voyez, j'avais des crânes de sanglier, donc vous les voyez pas puisque c'est un podcast, mais j'avais, des crânes de sanglier peints en or. J'avais, plein de de décors façon cabinet de curiosité. Est-ce que ça, c'est toujours en adéquation avec mon image actuelle? J'ai pas tant l'impression. Certes, ça me permet de parler, du lieu où j'organise des séjours en pleine nature, mais est-ce que lorsqu'ils vont faire la rencontre de Gaëtan Ballester, oui, oui, je parle de moi à la troisième personne, Gaëtan Ballester, c'est que les séjours en pleine nature? Non, pas vraiment et même, pas du tout. Donc j'ai un petit peu l'impression que là, ce roi d'épée, il me dit de garder en tête avant d'aller à ce salon, qu'il faut que j'ai cette image droite, cette image exigeante, cette image «parfaite» entre guillemets, qui est, bien plus dans le cérébral, dans le psychologique et un petit peu plus éloignée de, l'approche organique et peut-être un peu plus sacrée dans le décorum que j'entretenais jusqu'à présent. Deuxième carte, on enchaîne. Donc cette deuxième carte, c'est: à quoi vais-je être dois-je être vigilant durant ce salon? Et on a le roi de coupe. Dis donc, on enchaîne les rois. Le roi de coupe, c'est, à mon sens, celui qui maîtrise les émotions. C'est celui qui, est, dans, une belle empathie, mais aussi une gestion pour pas se laisser dévorer par, les autres. Donc il se peut que durant ce salon, des choses se passent de façon, plus ou moins houleuse. J'ai déjà rencontré, par exemple, dans des salons, d'autres praticiens qui viennent, me tester, qui viennent, en découdre, alors que je trouve ça très puéril. Donc il semble que durant ce salon, il va falloir que je sois dans la maîtrise de mes émotions. Surtout si je respecte ce roi d'épée qui est la carte précédente et donc que je présente une approche très psychologique sans utiliser un décorum, plus, mystique avec ce côté cabinet de curiosité et donc peut-être un décorum derrière lequel je me cachais. Heu, c'est intéressant déjà, ces 2 cartes. Mais on a la troisième carte, la chose à retenir après le salon et cette troisième carte, c'est un valet de bâton.
Le valet de bâton, c'est celui qui part dans une nouvelle aventure, c'est celui qui part dans une balade, on le voit avec, un bâton à la main, prêt à marcher. On n'a que les cartes de cours ici, c'est très intéressant, puisqu'on voit qu'à l'issue du salon, il y a un peu un côté, débutant, remise à zéro, vers un nouveau chemin. Peut-être même vers un plus grand périple, puisque je vous l'ai dit en tout début de ce podcast, je fais pas beaucoup de salons et peut-être qu'à l'issue de ce salon où j'ai une posture royale, je vais avoir envie d'aller faire un petit peu plus de route pour, participer à davantage de salons. Là, c'est l'interprétation que j'en fais. J'essaierai de garder en tête et puis de toute façon, ce podcast sera déjà publié, donc je garderai en tête, cette idée de valet de bâton à l'issue du salon et je sais pas vous, mais je trouve que ce tirage avec des cartes de cours, il invite à la réflexion. N'hésitez pas à le reproduire à la maison et si vous avez d'autres questions sur les salons, moi je vais m'arrêter ici pour ce podcast, mais j'aurai énormément de plaisir à répondre à vos messages en commentaire. Alors n'hésitez pas à vos claviers.